Ce tableau montrant Louis XVI et des Français dans la misère vaut tous les discours. En ce début de 1789, le pays ne va pas bien. L'hiver est glacial, la famine guette, la situation économique est catastrophique. Le déficit a été creusé par les dépenses somptuaires de la cour et par le soutien coûteux du roi à la guerre d'indépendance américaine. Pour éviter la banqueroute, Louis XVI doit de toute urgence trouver de l'argent. Pour être honnête, Votre Majesté, les perspectives sont peu encourageantes. Quel est votre avis, Monsieur Necker? Convoquez les États généraux, sire. C'est le seul corps d'État qui a le pouvoir de lever les impôts pour rembourser les dettes de Votre Majesté. De réunir les États généraux, et il le fait la mort dans l'âme. Il estime qu'il n'a pas de compte à rendre à ces sujets. Pourtant, malgré les réticences de Louis XVI, son ministre des Finances, Necker, réussit à le convaincre. C'est donc en grande pompe que les États généraux s'ouvrent le 5 mai 1789 à Versailles. Louis XVI fait construire pour l'occasion l'hôtel des menus plaisirs. Le décor est conçu pour mettre en scène sa toute-puissance. 1139 députés vont s'y réunir. Alors voilà, on est vraiment ici dans ce qui reste de cette grande salle des États généraux. Il faut imaginer une salle immense, magnifique, très bien décorée. La tribune royale au fond avec le roi, ses deux frères, la reine et les princes du sang. À droite, des tribunes pour la noblesse, à gauche des tribunes pour le clergé et une grande tribune en face pour le tiers-état. Le roi paraît le 5 mai 1789. Il a son grand manteau de cour fleur-de-lysée. Il est dans tout l'éclat de sa majesté, de sa beauté, et il fait son discours d'ouverture des États généraux. Je me déclare le premier ami de mon peuple que je me fais gloire de commander par droit divin. Les députés du tiers-état sont venus à Versailles réclamer des réformes. Mais Louis XVI ne cède rien. Quant à la reine Marie-Antoinette, elle ne cache pas son ennui. Cette première séance des États généraux est ratée. Le roi comme Necker ont été ce jour-là absolument indignes des circonstances, pas du tout à la hauteur. Et l'on se disperse sans qu'il n'ait été répondu à aucune des questions qui agitent à ce moment-là le pays. Pendant plus d'un mois, la situation aux États généraux reste bloquée. Le tiers-état se heurte à l'intransigeance de la noblesse et du haut clergé qui n'entendent abandonner aucun de leurs privilèges. De s'apercevant du vide, eh bien, les États généraux vont s'emparer du pouvoir. Quand le tiers-état va se proclamer Assemblée nationale. Face à cette proclamation d'une Assemblée nationale, le roi, bien sûr, réagit vivement et ne peut accepter une telle innovation qui s'impose d'elle-même. Sa réaction est, le 20 juin, la fermeture de la salle des menus plaisirs où se réunissaient jusqu'alors les députés du tiers-état. Au jeu de paume! Oui, il a raison! Au jeu de paume! Et c'est là que l'ensemble des députés du tiers vont se réunir pour prêter le fameux serment du jeu de paume. Faisons le serment, ici et maintenant, de ne jamais nous séparer jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une constitution. Par cet engagement, les députés réformateurs s'attaquent directement au pouvoir monarchique. Mais le 23 juin, devant les États généraux, Louis XVI se montre très ferme. Je déclare nul, illégal et inconstitutionnel les décisions de la prétendue Assemblée nationale. Je vous ordonne de vous disperser sur le champ. Docilement, la noblesse et le clergé quittent la salle à la suite de Louis XVI. Mais les députés du tiers-état restent sur place et défient le pouvoir royal. Vous avez tous entendu le roi. Vous donnez l'ordre de vous disperser. Et c'est la voix de Mirabeau qui s'élève dans son dos et lui dit, si vraiment vous voulez nous faire sortir, il faut que vous fassiez appel à la force. Parce que nous ne sortirons, c'est la phrase extrêmement connue, que par la force des baïonnettes. Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple. Et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Ils veulent rester. Oui, sire. Eh bien, foutre qu'ils restent.
Alors face à cette démonstration de force, eh bien le roi est obligé de céder, en tout cas en apparence, et une semaine plus tard accepte l'existence de cette assemblée. Cette fois, l'Assemblée nationale se déclare assemblée constituante. Dorénavant, c'est elle qui aura à charge d'organiser la vie politique du royaume. Nous arrivons au début du mois de juillet 1789. En apparence, je dis bien en apparence, la révolution est accomplie. Ici, à Versailles, l'Assemblée nationale a remplacé l'autorité arbitraire du roi. On prépare même une constitution. Le roi semble conciliant. Toutes les conditions paraissent réunies pour que la situation débouche sur une monarchie constitutionnelle moderne à l'anglaise. Hélas, personne ne joue franc jeu dans cette histoire. Le roi a paru céder, mais ce n'est qu'une attitude de façade. Son entourage, et particulièrement son frère, le comte d'Artois, le presse de faire usage de la force, ce qu'il refusera toujours de faire. Quant au peuple de Paris, il est sur ses gardes, parce qu'il redoute ce qu'il appelle le complot des aristocrates. Certains, les plus radicaux, rêvent d'en découdre. Et tout, brusquement, va dégénérer. En apparence, Louis XVI a cédé aux députés. Pourtant, dès la fin juin, il fait converger vers Paris des régiments de mercenaires. Ce qui signifie un changement radical de politique et de stratégie, et que cette fois, la voie de l'affrontement a été choisie. Le 12 juillet, dans les jardins du Palais Royal, dans la foule, il y a un jeune avocat journaliste, Camille Desmoulins. La foule a commencé à murmurer, et Camille Desmoulins était dans cette foule, et il n'était sûrement pas le dernier à le faire. Les gens qui l'entouraient ont entendu ce qu'il disait, et ils l'ont poussé vers une table qui se trouvait devant le café de Foix. Il monte sur une table, il brandit un pistolet, et il dit « aux armes ». On prépare une Saint-Barthélemy des patriotes. Ce soir même, les bataillons suisses et allemands sortiront du champ de Mars pour nous égorger. 14 juillet, 9h du matin. Des coups de feu claquent dans Paris. Une foule importante se dirige vers le plus vaste dépôt d'armes de la capitale. Une foule évaluée, d'après les témoins, à environ 50 000 personnes, ce qui est quand même assez conséquent. Hein. Cette foule va se diriger vers l'hôtel des Invalides, où là sont entreposés entre 20 et 30 000 fusils. La foule des émeutiers renverse les grilles et investit l'hôtel des Invalides. Le problème, c'est qu'ils ont les fusils, mais ils n'ont pas la poudre. Et la poudre, où est-ce qu'elle est? Elle est à la Bastille. 14 juillet, 10h. Les émeutiers, armés de leurs fusils vides, abandonnent les Invalides pour se diriger vers la forteresse qui domine le faubourg Saint-Antoine, la prison de la Bastille. Dès le matin, les émeutiers des Invalides arrivent aux portes de la Bastille. Ils y retrouvent d'autres groupes d'émeutiers déjà sur les lieux. Au départ, il ne s'agit donc pas d'abattre ou de détruire la Bastille, de renverser ce symbole de l'absolutisme, mais tout simplement de se faire ouvrir les portes pour se faire livrer la poudre. Deux assaillants grimpent alors sur la toiture d'un bâtiment voisin et parviennent à rompre les chaînes du pont-levis qui retombent lourdement. La foule se rue dans l'entrée de la forteresse et parvient au pied de la citadelle. Arrive alors ce qui devait arriver. Ici et là, on commence à tirer. On ne sait pas exactement qui a commencé à tirer, soit depuis les tours, les soldats, soit depuis la rue, les émeutiers. En plusieurs heures, la Bastille est alors soumise à un siège régulier. La situation est incertaine, les morts se comptent par dizaines. 15 heures, deux détachements de gardes françaises, ralliés aux émeutiers, se présentent devant la forteresse avec 5 canons. Le gouverneur, qui est déjà dans un état d'affolement indescriptible, lorsqu'il voit, parce qu'on voit tout ça très bien du haut des tours, hein, lorsqu'il voit les canons en batterie devant son pont-levis, alors là, pour lui, ça y est, c'est fini, les carottes sont cuites. Lâché d'une certaine façon par ses propres officiers et par une partie de ses troupes, et notamment par les Invalides qui occupent les tours de la Bastille, il va être contraint à la capitulation.
Les portes sont ouvertes et la foule s'empare de la Bastille. C'est une ruée indescriptible. C'est une ruée énorme. La Bastille est aussitôt investie par des centaines, puis bientôt par des milliers d'émeutiers. Et Louis XVI pendant ce temps. Et la cour. C'est peut-être difficile à croire, mais à Versailles, on vient tout juste d'apprendre la nouvelle. Car nous sommes au XVIIIe siècle, ne l'oublions pas. Et il n'y a alors ni téléphone, ni radio. Et Versailles est à environ 20 km de Paris. Ce n'est donc que dans la nuit du 14 au 15 juillet 1789 que Louis XVI, dans son lit, apprend que quelques heures auparavant, le peuple de Paris vient de prendre la Bastille. Bien. Les Parisiens ont pris la Bastille. C'est une révolte. Non, sire. C'est une révolution. Dès que la nouvelle se répand, la panique gagne la cour qui vient fébrilement au renseignement. Que va faire le roi? Va-t-il répondre à la violence par la violence? Le roi décide de ne pas suivre la proposition du comte d'Artois, qui est de marcher sur Paris. Il va donc, de ce fait, évidemment, admettre la Révolution. Le 17 juillet, le roi fait un pas de plus dans le sens de la réconciliation nationale et se rend en personne à Paris, à l'Hôtel de Ville. Ce faisant, Louis XVI reconnaît la nouvelle organisation, née des journées révolutionnaires de juillet. Donc Jean-Sylvain Bailly, qui était le président de l'Assemblée nationale et qui a été élu maire de Paris 2 jours auparavant, accueille le roi Louis XVI en bas du perron de l'Hôtel de Ville. Contrairement à la tradition, il le reçoit sans mettre un genou en terre et il lui offre la cocarde tricolore. Tricolore, c'est-à-dire les deux couleurs de la ville de Paris, le bleu et le rouge, associés au blanc de la monarchie, et il la remet au roi, qui l'épingle à son chapeau. Vive le